Texte à l'écran. Musée canadien pour les droits de la personne. Good morning, everyone. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue au Canadian Museum for Human Rights. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la pièce et qui nous écoutent en direct, À tous ceux et celles qui nous suivent à la transmission en direct sur leur Internet. Vous pouvez poser vos questions en ligne sur Twitter ou pendant l'événement Facebook. We're going to go through the program. nous allons passer brièvement à travers le programme aujourd'hui. Le programme ne sera pas exactement bref et je vais vous donner un bref survol du programme et ensuite nous allons passer directement aux orateurs. D'abord, je tiens à remercier le Manitoba Theatre for Young People pour leur show d'hospitalité lors d'un avant-midi très froid. L'équipe ici était très fantastique. Est-ce qu'on peut simplement les applaudir? Texte à l'écran. Angela Cassie, directrice, communication et relations externes. Alors, merci beaucoup. Alors, quelques questions d'intendance. Vous remarquerez que l'ensemble du programme est diffusé en direct et nous aurons également les caméramans. Ils peuvent être diffusés soit en ligne ou en photo. We also just have a few housekeeping details. Nous avons également quelques questions d'intendance. Si vous cherchez les salles de toilette, elles sont à la droite, à la sortie de l'auditorium. L'interprétation simultanée est disponible en anglais et en français et les écouteurs sont disponibles à l'arrière de la salle. Et si vous n'avez pas obtenu vos écouteurs, dites-le nous. Et le canal 1 sera l'anglais et le français sera le canal 2. We also have Hubert here. Nous avons Hubert ici qui fait l'interprétation gestuelle. Et si vous avez besoin de service, on vous invite, si vous ne pouvez pas voir d'où vous êtes, de vous avancer vers l'avant. Alors, je le répète, c'est diffusé en direct et les caméras sont à l'arrière de la salle et vous verrez également des photographes circuler dans la pièce. Donc, le format, c'est qu'il y aura 3 présentations par les présidents du conseil, notre président ainsi que nos directeurs financiers. Et ensuite, nous allons passer la présentation sur le musée et la galerie sur la perspective indigène, suivi par un panel de membres de l'équipe qui vont parler du musée et d'autres travaux sur une base quotidienne. Après ça, nous allons prévoir à peu près 20 minutes de questions et réponses. Et ces questions et réponses visent le public et également, on va recevoir des questions sur Twitter, Facebook ou par courriel. Et donc, il y aura une présentation médiatique après. Donc, sans plus tarder, je vais passer directement au programme. Alors, accueillez avec moi le président du conseil, M. Hughes. Eric Hughes s'approche de la tribune. Alors, merci, Angela. Bonjour. D'être ici avec vous. J'aimerais vous exprimer ma plus sincère gratitude pour votre intérêt dans le Musée canadien pour les droits de la personne. Texte à l'écran. Eric Hughes, président, conseil d'administration. Non seulement c'est la Journée internationale des droits de la personne, mais ça marque également le mémorial officiel en Amérique du Sud pour l'un des plus grands défenseurs des droits de la personne du monde, c'est-à-dire Nelson Mandela. La citation que vous voyez là de Mandela est très appropriée parce qu'elle parle également de l'aspiration du Musée canadien pour les droits de la personne, d'inspirer une génération de gens qui vont devenir des champions des droits de la personne. Texte de la diapositive. Parfois, il incombe à une génération de faire preuve de grandeur. Vous pouvez être cette génération. Au niveau le plus fondamental, voilà le but de ce musée, d'aider nos enfants et nos petits-enfants à devenir de bons citoyens du monde et de traiter les autres avec respect et dignité et de comprendre l'importance des droits de la personne pour tous. C'est celui d'aider nos enfants et nos petits-enfants à devenir des bonnes citoyennes et des bonnes citoyennes du monde qui respectent les autres et les traite avec dignité et qui comprend
l'importance pour promouvoir les droits de la personne pour tous et pour toutes. On behalf of the museum, Au nom du conseil d'administration, je vous remercie de vous être joints à nous aussi, alors que nous célébrons une année très occupée et une année importante dans ce projet extraordinaire. Avec moi ce matin, il y a certains autres membres de notre conseil et, veuillez lever la main. Il y a Lisa Pencras de Vancouver, Pauline Rafferty qui vient de Victoria, il y a le Dr. Walton Littlechild de Hobbema et Dina Spiro de Toronto. Et en direct également, il y a Linda Lily-Hosky qui est outre-mer présentement. Le nouveau musée national sera le premier et le seul musée de par le monde consacré uniquement aux droits de la personne et sera un impact profond sur la façon dont nous pensons, nous parlons et nous agissons dans le domaine des droits de la personne. Je suis fier d'être là, à titre de parent, à titre de père d'un enfant d'âge scolaire qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de notre pays et les institutions nationales que nous allons construire, qui va augmenter de façon dramatique l'expérience d'apprentissage offerte à nos enfants en matière de droits de la personne. Chaque année, le musée participe à la journée We Day de Winnipeg, qui est une autre initiative fantastique des droits de la personne qui vise les enfants. En fait, la force motrice de Craig Kielburger est un des défenseurs des droits de la personne qui va être présent à l'intérieur du musée. Je vais vous montrer une courte vidéo du musée pour cette activité cette année. Donc, le personnel du musée a demandé aux enfants quel droit de la personne était important pour eux. Et voici le résultat. Donc, on va le diffuser en anglais et en français. On passe à une projection d'animation colorée avec du texte en anglais. Qu'est-ce qu'un droit de la personne? Animation colorée avec du texte en français. Être avec ceux que tu aimes. Avoir le temps de jouer et de se reposer. Avoir une famille. Voyager et découvrir le monde. La liberté de dire ce qu'on a besoin de dire. Aller à l'école. Se forger sa propre opinion. Qu'est-ce que les droits de la personne signifient pour toi? Découvrez le Musée canadien pour les droits de la personne qui ouvrira ses portes le 20 septembre 2014. Eric Hills poursuit. Fantastique, merci. Encore une fois, je suis fier d'être ici à titre de parent. Je suis également d'être ici à titre d'Albertain. Je dis cela parce que peu importe d'où vous êtes de cette province, de quelle province ou territoire vous êtes, ce musée appartient à nous tous. Aux gens du Manitoba, aux gens d'Alberta et à chaque citoyen d'un océan à l'autre. Alors, si vous suivez l'évolution de ce projet, vous saurez que le Musée canadien des droits de la personne a toujours été conçu comme un endroit qui offrirait un avantage distinct à tous les Canadiens. Donc, on donne suite à cet engagement en construisant une destination pour la découverte des droits de la personne et le dialogue sur les droits de la personne dans l'ensemble du Canada par des programmes d'éducation qui vont profiter aux salles de cours dans l'ensemble du pays. Un groupe d'orateurs, des opportunités pour les universitaires, collaboration avec d'autres organisations. Et en tant que premier musée à être construit dans cet âge numérique avec une suite riche d'expositions interactives et d'outils d'apprentissage de conversation qui sera disponible, offert peu importe où vous êtes au Canada ou de par le monde. Au plus tôt, je suis fier d'être ici aujourd'hui en tant que Canadien. Ce projet, selon moi, représente notre meilleur potentiel en tant que pays.
d'être ici comme Canadiens. À mon avis, ce projet nous permet d'atteindre notre potentiel en tant que nation. This museum underscores. Ce musée souligne l'engagement des droits de la personne en matière des droits de la personne. Ça nous lance un défi pour imaginer le genre de pays que nous voulons être aujourd'hui et dans l'avenir. Ces expositions, ces programmes vont nous inspirer et nous offrir de nouvelles possibilités pour avoir un dialogue informé dans le respect. Ça vise tous les Canadiens comme partenaires égaux dans ce nouveau dialogue et ça reflète le meilleur de ce que le Canada peut offrir au monde. Au nom du Conseil, merci encore une fois d'être là aujourd'hui, alors que l'on souligne une année de progrès et qu'on aborde une année très intéressante, alors que le musée va ouvrir ses portes au grand public. Donc, ça illustre le progrès que nous avons fait, alors que nous pouvons compter les jours d'ici le moment de l'ouverture, le 20 septembre 2014. Alors, heureusement pour nous tous, le mieux, comme on peut dire, reste à venir. Alors, merci beaucoup. Eric Hughes s'assoit. Angela Cassie prend la parole. Merci, Eric. Et sans plus tarder, je vais vous présenter le directeur du musée, M. Stuart Murray. On passe brusquement à Stuart Murray qui prend la parole sur la tribune. Texte à l'écran. Stuart Murray, président-directeur général. Merci, Angela. Merci, Eric. Avant de commencer, je veux voir si je reconnais certains amis qui sont Mary Lou. C'est merveilleux de voir. Barb et Clarence sont toujours ravis. Claudette, cette équipe sont toujours là pour nous appuyer. Merci beaucoup. Merci d'être là. Harry, vous savez que vous êtes l'un des meilleurs. Merci d'avoir écrit cet article dans le Winnipeg Sun. Je sais que vous allez en écrire un autre. Alors, Jim, bien sûr, merci beaucoup d'être là. Je suis content d'être parmi vous ce matin. La Journée internationale des droits de la personne. I am so very pleased to be here with you. Je suis très heureux content d'être vous ce matin pour cette Journée internationale des droits de la personne et c'est un moment très excitant pour le Musée canadien pour les droits de la personne. Ensemble, nous avons parcouru un très long chemin. Alors, ce nouveau Musée national, les promesses qu'il offre ne se produit qu'une fois par génération. Il n'y a pas d'autres musées comme celui-ci au Canada. Il n'y a pas de tel musée de par le monde non plus. Certains disent que ça n'arriverait jamais. Ou peut-être que ça ne pouvait pas. C'est impossible, que le projet était trop ambitieux, trop grand. Mais aujourd'hui, nous le voyons. Nous voyons Antoine Purdox qui a fait cette magnifique architecture qui enrichit le profil de Vancouver et des droits de la personne. On peut imaginer la beauté de cet endroit. Et on voit que s'il n'y a pas... C'était longtemps été un rêve et maintenant est devenu une réalité. Les centaines de personnes qui ont travaillé à la construction de ce musée ont réalisé une conception architecturale fantastique. Nous sommes tellement fiers des 1500 travailleurs de douzaines de métiers qui ont travaillé et qui ont mis cette innovation dans chaque élément structurel. Pensez ce casse-tête du Musée de la personne. Pour construire ce musée, il a fallu 40 compagnies provenant de 8 villes, de 3 pays différents qui ont travaillé étroitement ensemble. Nous sommes fiers de leur expertise, de leur engagement en matière d'excellence et de leur passion. Parce que c'est davantage qu'un immeuble, c'est une expression du pouvoir des droits de la personne. C'est un investissement. C'est votre investissement dans l'éducation des droits de la personne. Une extraordinaire rencontre entre architecture et droits de la personne. Chaque courbe, chaque angle, chaque rayon de soleil, chaque pierre, chaque élément de vitre a été conçu comme un symbole artistique de notre défi des droits de la personne et de nos aspirations. Lorsqu'on va ouvrir les portes de votre musée,
le 20 septembre 2014. Pour ceux qui ont un appareil intelligent, bon, inscrivez ça à votre agenda tout de suite. Lorsqu'on va ouvrir les portes de votre musée le 20 septembre 2014, les visiteurs seront émus, inspirés par nos expositions et nos programmes et également par l'immeuble comme tel. L'ensemble de l'expérience, c'est ce qui fait la grandeur de ce musée en tant qu'un voyage inspirationnel qui ressemble à rien à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Le Musée canadien pour les droits de la personne est une exploration du passé, mais aussi c'est une vision pour l'avenir. Et je vous invite à en faire partie. Ce sera une rencontre intéressante entre l'architecture et les droits de la personne. C'est déjà un symbole iconique qui fait que les gens remarquent Winnipeg et le voient sous un jour différent. Je vais vous donner un aperçu de l'ampleur de cette entreprise. Nos expositions comprennent, et je vais donner une liste, plus de 100 heures de vidéos, 4 films documentaires, une expérience d'immersion multimédia et 26 films petit format, 37 projections linéaires à grande échelle, 512 vidéoclips, 2453 images, 2 bandes sonores, 18 niches médias mix, 19 éléments interactifs numériques, 100 000 mots de texte original, plus de 160 objets et œuvres d'art originales et 7 théâtres. L'un de ces 7 théâtres est un théâtre unique circulaire qui est un des rares au monde qui utilise la technologie à 360 degrés. Ce théâtre va présenter un film sur le concept de l'humanité des personnes indigènes et sera également un espace où on va raconter des histoires, il y aura des performances, des discussions et vous entendre davantage plus tard dans notre programme ce matin. Le nouveau Musée national du Canada va créer une rencontre intéressante avec les droits de la personne grâce à une gamme de facteurs impressionnants pour relier les gens, l'information, les idées d'une façon très puissante. Les points de vue des personnes indigènes sont très importants dans l'expérience, non seulement dans ce théâtre remarquable, mais aussi dans les histoires sur l'expérience autochtone qui se retrouvent dans chacune des galeries d'exposition du musée. Au cours de l'année passée, au fur et à mesure que la construction se dirigeait vers le parachèvement, on a été dans des communautés partout au Canada pour écouter, pour aider à créer des opportunités pour le dialogue et la réflexion en matière des droits de la personne. Nous avons accueilli, nous avons participé à des dizaines d'événements. On a invité des défenseurs des droits de la personne du Guatemala, d'Arménie, de Chili. Nous avons invité un des derniers suffisants des Philippines. Et on a eu des réunions avec les handicapés, les profs et les leaders autochtones. On a publié les résultats d'une fouille archéologique couvrant 400 000 artefacts. Nous avons signé des ententes de partenariat avec le Musée du Manitoba, Rotary International, David Mesnitla et Éducation du Manitoba. En fait, c'était pour ce qui est des fouilles archéologiques, c'est rare qu'on a une couverture au Zimbabwe, mais c'était tout à fait spectaculaire. Nous avons participé à Unis pour l'action, donc les 4 conférences internationales sur l'éducation des droits de la personne à Taïwan le mois dernier, et c'est nommé pour quelques-uns. Alors, nous avons été très occupés, et l'an prochain ne sera pas différente. Une de nos priorités en 2014, c'est de renforcer cet excitement, cette sensibilisation avec nos partenaires touristiques, d'adapter les démarches stratégiques en matière de marketing communication qui nous mettent sur l'écran radar national. Nous organisons également un programme excitant d'événements publics et des activités inaugurales. Nous avons doté notre service de visiteurs, donc les visiteurs seront chaleureusement accueillis. Peut-être ça va être des
des couvertures pour vous réchauffer, une journée pour aujourd'hui, mais on va recruter des bénévoles pour lancer un programme de sociétariat et annoncer nos offres d'État et notre nouveau restaurant qui a été offert par The Inn at the Fork, qui va commencer à tester son premier repas. On a parti du début à la fin. Et je vais vous rappeler comment nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés à ce point aujourd'hui à cause de 7000 citoyens individuels au Canada. Et d'ailleurs, on dit oui, je crois dans ce projet et ce que ça veut dire pour le Canada. Alors, ils ont fait un investissement dans l'avenir. Ils ont fait un investissement dans l'éducation. Ils ont fait un investissement dans l'éducation pour les droits de la personne parce qu'ils ont vu le potentiel pour leur famille, pour leurs jeunes, pour la ville, pour le Canada. Et nous avons vraiment besoin de cet appui pour continuer. Nous sommes là parce que le gouvernement du Canada, la province de Manitoba, la cité de Winnipeg, ainsi que des organisations allant des syndicats, des enseignants, des travailleurs, groupes communautaires ont compris qu'investir dans un musée des droits de la personne allait générer des dividendes socio-économiques pour les générations à venir. Nous sommes là aujourd'hui parce que le musée a un personnel très talentueux et dévoué. Derrière chaque mot, sur le texte affiché, chaque photo dans ces salles d'exposition, chaque écran tactile, chaque programme, chaque histoire, chaque vidéo représente des heures innombrables de recherche, de construction, de consultation, de conception, de décision, de planification et d'essai. Ça prend un effort remarquable de la part d'un groupe remarquable d'hommes et de femmes. Canadien. Le Canada a apporté plusieurs contributions à l'avancement international des droits de la personne. Pourtant, le Canada n'est pas un dossier sans tâche, une matière de droits de la personne, et nous avons l'obligation envers la génération actuelle et les suivantes de regarder le passé bien en face et d'apprendre de nos erreurs. Like our chairman, Eric. Comme notre président Eric, qui est un fier Albertain, je suis un fier Manitobain et je peux vous dire que grâce à ce musée, ça va être une source de fierté pour tous les Canadiens. Stuart meurt et s'assoit. Angela Cassie prend la parole. Merci beaucoup, Stuart. Je ne suis pas censée de faire des présentations bien rapides, mais j'aimerais présenter maintenant notre directrice des finances. Et il y a quelques jours, j'étais au bureau lorsqu'elle a obtenu son passe pour venir dans son nouveau bureau. Et elle a l'honneur particulier d'avoir le numéro d'employé numéro 1 à côté de son nom. Donc, je vous prie d'accuser maintenant Suzanne Robertson. Suzanne Robertson s'approche de la tribune. Texte à l'écran. Suzanne Robertson, chef des opérations financières. Merci, Angela. Comme Stuart l'a dit, ça a été une année de progrès fabuleux. Nous avons respecté nos échéanciers au niveau de la construction et le musée est sur une bonne base financière pour l'inauguration. En ce qui concerne les progrès de construction, eh bien, la construction de l'immeuble de base a été essentiellement terminée au 31 mars et le travail de garniture intérieure est presque terminé. L'aménagement de l'espace muséal est maintenant en cours. Au cours de la prochaine semaine, cet espace muséal sera scellé afin de commencer l'installation de l'équipement et des expositions. Nous avons besoin d'un environnement sans poussière. L'installation des expositions et la complétion, la finition des espaces intérieurs doit être terminée d'ici juillet 2014 et à ce moment-là, nous allons faire des tests sur les différents aspects de l'expérience des visiteurs. Le 17 septembre, nous avons annoncé les plans qui vont être en cours pour le restaurant de prestige du musée qui sera construit et exploité par l'hôtel Inn at the Fork qui a réussi à obtenir le contrat. Les travaux d'aménagement paysager ont commencé l'été dernier, y compris l'installation d'herbes hautes des prairies ainsi que de 3 colissonies qui s'étendent de la base du bâtiment.
Le reste de l'aménagement sera terminé au printemps et au cours de l'été 2014. Le coût total du projet pour l'inauguration est de 351 millions et ce coût n'a pas changé depuis 2011 lorsqu'il a été annoncé. Donc, une gestion prudente des coûts ainsi que l'adhérence au plan principal de gestion du projet et le report de coûts ciblés va également nous permettre de terminer le projet tout en respectant notre budget. Du point de vue de l'exploitation, eh bien, nous avons un plan très clair lorsque nous approchons de l'inauguration. Le musée s'approche maintenant de l'état de préparation opérationnelle et nous sommes guidés par une stratégie d'exploitation qui est surveillée très attentivement. Nous avons des contrôles très rigoureux en place afin de nous assurer que nous adhérons à nos échéanciers et à nos cibles budgétaires et nous continuons à maximiser la valeur de chaque dollar que nous avons investi dans ce projet. Nous respectons ici un plan de travail général et un projet de plan qui est fait par GBE. Le personnel du musée va emménager dans les espaces de bureau au janvier et ça va être vraiment un grand jalon pour nous. L'occupation va être transférée de PCL au musée, ce qui veut dire que la corporation du musée va maintenant assumer le contrôle et l'exploitation de ces musées. L'année dernière, nos crédits pour 2012 et 2013 étaient de 21,7 millions de dollars. Nous avons exercé une discipline fiscale très stricte afin de demeurer dans les limites de notre budget d'exploitation et nous avons terminé l'année avec un excédent de 909 000 dollars qui va être transféré à l'exercice financier 2013-2014. Avoir de personnel adéquat, c'est quelque chose qui est très important pour que nous soyons en état de préparation adéquat. Nous avons été très ravis lorsque M. Stevens s'est joint à nous. C'est un signal que nous avons réellement atteint cet état de préparation. Donc, les embauches à venir vont être essentiellement ciblées sur les zones qui génèrent des revenus, c'est-à-dire, par exemple, les magasins et les autres activités pour les visiteurs. Si vous voulez davantage de renseignements sur les finances du musée, y compris les états financiers, vous pouvez trouver ça sur notre site Web. Pour les états financiers vérifiés, vous pouvez les trouver dans notre rapport annuel. Je dois dire que nous sommes très prêts, nous sommes ravis que le musée soit sur une base financière solide au moment de l'inauguration et nous sommes très excités pour l'année qui s'en vient. 2014, le 20 septembre, on ne peut pas attendre, on est tellement impatients. Merci beaucoup. Suzanne Robertson, Stuart Loré et Eric Hughes quittent la scène, ensemble. Chandra Erlandson et Jordan Mollaro arrivent sur la scène. Texte projeté, j'ai été conçu et je suis né libre, coupure. Un film est projeté et montre des personnes de diverses cultures et de divers âges. regardless of my age, sex, religion, race, politics, color, nationality, wealth. Language, beliefs, birthplace, traditions, economics, weight, skin, style, thoughts, feelings, hairstyle, differences, size, lifestyle, height, or preference. Nobody has the right to treat me as a slave or torture me. The law is the same for everybody. For everybody. I have the right to a fair and public trial. I'm innocent until proven guilty. I have the right to privacy. My government should protect my family. My government should protect my family. I have the right to own my own property and my own possessions. To practice my religion freely and organize peacefully. I am innocent until proven guilty. To practice my religion freely and organize peacefully. We have the right to take part in Canada's political affairs. Our government should be voted on a regular basis and all votes should be counted equally. The society we live in should help me develop into the person I want to be. I have the right to go to school. I have the right to go to school. I have the right to expect a decent standard of living. Because we're all equal. Chandra Erlandson s'approche de la tribune. Texte à l'écran, Chandra Erlandson, gestionnaire, programmation publique. With me right now. Ils sont avec moi maintenant. Bonjour tout le monde.
Je m'appelle Chandra Anderson et je suis la directrice de la programmation publique du musée. Je suis un petit peu comme la véritable DJ du musée. C'est un véritable honneur de vous parler aujourd'hui à tous pour vous parler ici d'un partenariat de programmation novateur que nous avons entrepris dans l'ensemble du Canada cet automne. Le Musée canadien des droits de la personne s'est engagé à créer une programmation transformative qui va permettre d'apporter une compréhension plus profonde et un meilleur engagement envers les droits de la personne. Ça commence avec une conversation. Le programme de panel de l'esprit est une initiative qui met l'accent sur les perspectives diverses des jeunes autochtones au Canada. Ce que vous avez vu, c'est une ébauche d'une vidéo qui a été produite dans des ateliers que nous venons juste de mener dans l'ensemble du pays. Les jeunes personnes, les aînés et les artistes visuels de la vidéo ont exprimé une interprétation de chacun des articles de la Déclaration universelle des droits de la personne. Nous avons eu 13 ateliers entre le 26 septembre et le 15 novembre de cette année dans chaque province et territoire du Canada. Nous avons profité de ces ateliers pour avoir beaucoup de conversations sur les droits de la personne, des conversations qui ont été enregistrées, certaines qui étaient informelles. L'objectif du programme est de créer 13 panneaux d'esprit artistique pour le théâtre circulaire du musée dans la galerie des perspectives autochtones. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus. Diapo d'un espace circulaire en bois. Comme Stuart l'a mentionné, le théâtre circulaire est conçu pour présenter les concepts autochtones des droits de l'humanité comme étant inséparables des responsabilités de l'humanité. Cela est consistant avec la vue mondiale des peuples autochtones qui considèrent que toute la vie est interconnectée et interdépendante. Extérieur du théâtre. Alors, sa conception, qui va être probablement ouverte à l'interprétation des visiteurs, mais ça ressemble essentiellement à un panier en osier qui est éclairé de l'intérieur. Ça reflète également l'importance du cercle et de la roue de médecine de nombreuses cultures autochtones, ainsi que le rôle des femmes. C'est la suggestion d'un espace qui ressemble au ventre d'une femme, comme celui de la création. Nous avons créé avec les cercles autochtones l'espace intérieur du théâtre évoque un sens de connectivité et d'égalité. Il encourage le dialogue et l'échange respectueux d'idées entre les gens. Les histoires personnelles d'aînés et d'autres membres de la communauté autochtone vont faire partie de l'expérience des visiteurs à l'intérieur de ce théâtre. Il y aura également des performances en direct, des danses, des groupes de discussion, etc. Les 13 panneaux ont été créés lors de cette première ronde de programmation publique et ils vont essentiellement former le premier anneau autour du théâtre circulaire. Leur objectif est de démontrer la diversité des Premières Nations, des nations inuites et métis, ainsi que la perspective des jeunes. Nous voulons créer un programme durable qui va avoir le potentiel de remplir jusqu'à 80 panneaux, et ceci en partenariat. Nous avons décidé d'utiliser cette approche après avoir tenu une série de groupes de discussion au début de l'année avec des jeunes autochtones, des artistes, des aînés, ainsi que des chefs des communautés autochtones. Après avoir écouté leurs perspectives, nous avons conclu que la meilleure manière de représenter les différentes perspectives des jeunes autochtones, c'est de le faire par l'intermédiaire de la perspective des jeunes. Donc, nous avons tenu ces ateliers dans l'ensemble du pays. Et c'est là que l'Association nationale des centres d'amitié nous a aidés. C'était un partenaire naturel pour nous dans ce programme. Cette association a 119 lieux qui sont répartis dans l'ensemble du Canada et un très grand nombre de ces centres ont beaucoup de programmation pour les jeunes. Ils sont une partie intégrale des communautés autochtones et un programme de partenariat très important pour nous, avec des lieux qui sont idéaux pour la programmation afin d'encourager la participation et la pertinence. Au total, 156 jeunes dans chacune des 13 provinces et des territoires ont travaillé ensemble avec un artiste autochtone de leur propre communauté afin de créer une voix et une vision collective. Les images que vous voyez à l'écran proviennent des 7 premiers ateliers, mais au total, nous avons visité Selkirk, Manitoba, Betchoko, territoire du Nord-Ouest, Rankin Inlet au Nunavut, High Prairie en Alberta, Charlottetown en l'île du Prince-Édouard, Halifax en Nouvelle-Écosse, Saint John à Terre-Neuve, Toronto en Ontario,
Fredericton au Nouveau-Brunswick, Saguenay au Québec, Whitehorse au Yukon et Nanaimo en Colombie-Britannique. Dans l'entrée, lorsque vous êtes rentré, vous avez peut-être vu le modèle du théâtre ainsi que des exemples préliminaires de ce que les panneaux finis vont ressembler, ainsi que des ébauches de la manière dont les panneaux vont être positionnés à l'intérieur du théâtre. Nous avons également affiché une partie des œuvres d'art qui ont été produites par les jeunes lors de ces ateliers afin de donner une idée de ce qu'ils pensent être les droits de la personne et ceci de leur propre perspective culturelle. Je vous encourage à les examiner avant de partir aujourd'hui. Les jeunes autochtones ont leur propre perspective à nous donner sur la manière dont ils voient le monde dans l'avenir, la manière dont ils en font l'expérience aujourd'hui en relation avec la question des droits de la personne. Et nous, au musée, nous sommes intéressés, nous voulons comprendre ce que les jeunes autochtones veulent que le monde comprenne de leurs droits et de leurs responsabilités. Et ce programme vise à respecter et à honorer la voix de nos jeunes autochtones. Chaque centre d'amitié que nous avons visité dans l'ensemble du Canada a apporté un aîné local qui les a regroupés avec des jeunes afin d'encourager un cercle de dialogue, un atelier artistique très pratique, un programme numérique sur les nouveaux médias et aussi une expérience de participation sur les droits de la personne. Les artistes ont guidé les jeunes pendant le programme afin que les jeunes comprennent que leur art allait être utilisé pour développer un concept de ce que ça représente, la vue collective des droits de la personne. Donc, l'artiste local, c'est leur communicateur et leur interprète, mais aussi leur co-créateur. En plus de l'élément visuel qui a été créé, il y avait également un programme lié aux médias pour chacun des jeunes dans toutes les communautés que nous avons visitées, afin qu'ils puissent enregistrer leur voix et leur vision des droits de la personne. Alors, le réalisateur Métis Winnipégois, Jordan Molero, s'est joint à moi ici. Jordan est venu à chacun des 13 sites que nous avons visités et je vais maintenant lui laisser la parole pour vous expliquer un petit peu davantage son rôle. Jordan Molero s'installe à la tribune. Texte à l'écran. Jordan Molero, cinéaste. Je suis un ancien du théâtre manitobain pour les jeunes et je dois vous dire que c'est un véritable honneur pour moi d'être ici. On m'a donné l'occasion d'aller avec ce voyage, de participer à ce projet qu'on appelle Spirit Panel et on m'a demandé de faire ça en septembre. Comme Chandra l'a juste décrit, le concept c'était de travailler avec les jeunes autochtones de chaque province et de chaque territoire afin de donner à chaque jeune la possibilité d'enregistrer sa voix et sa vision des droits de la personne. Les jeunes ont participé à tous les stades de la production. Toutes les personnes qui étaient peut-être un petit peu timides ont eu la possibilité de m'aider derrière la caméra. Mais pour préparer les étudiants à cette tâche gigantesque qui consiste à articuler ce que les droits de la personne veulent dire pour eux, eh bien, j'ai vu de nombreux films qui auraient pu inciter le dialogue dans nos cercles de discussion. Une des vidéos provenait de Radio-Canada, c'était le 8e de la série sur les feux et ça parlait de Drew Aiden Taylor et de son histoire sur les 500 ans d'histoire en 1 minute. Maintenant, selon les discussions qui ont mené jusqu'à ce point, eh bien, ça pouvait déterminer quelle vidéo nous allions utiliser. Donc, les sujets abordés couvraient l'environnement, l'égalité, le racisme, les stéréotypes et bien d'autres sujets. Ensuite, nous avons mis l'accent sur des exemples spécifiques, comme par exemple les pensionnats indiens, ainsi que les 600 femmes qui ont disparu ou qui ont été assassinées, ainsi que le mouvement Idle No More. Notre studio d'enregistrement mobile comportait plusieurs caméras ainsi que tout l'équipement d'illuminement, des plans arrière, l'équipement de son et tout ce dont on avait besoin. Le site d'enregistrement était basé sur l'émission de MTV qui s'appelle Speaker Corner, où les personnes qui font l'objet de l'entrevue vont regarder directement dans la caméra et partagent leur histoire. En plus de ça, j'ai pris des photos et documenté tout l'atelier dans chacun de nos arrêts. C'est un voyage que je n'oublierai jamais. J'ai vraiment l'impression que nous avons été capables de finalement valider nos jeunes en leur laissant parler, en leur laissant exprimer leur vérité et s'exprimer eux-mêmes au travers de leur art. Une des déclarations les plus importantes venait d'une fille ici à un atelier de Selkirk, Manitoba. Et elle a dit « Aujourd'hui, c'était vraiment au sujet de moi. Et c'est la première fois que n'importe qui a vraiment fait attention à ce que je pense. J'étais choquée et je me rappelle que ça n'était pas si longtemps que ça que j'ai pensé moi-même la même chose.
Tous les jeunes ont compris que quel que soit leur âge, leur sexe, leur croyance, leur couleur, leur statut social, leur genre ou leur religion, ils sont tous égaux. Au total, nous avons créé 13 vignettes terminées qui représentent les 13 ateliers d'une côte à l'autre. J'ai également travaillé sur 3 des autres pièces importantes qui sont presque terminées et nous avons travaillé avec l'équipe de conception et des nouveaux médias du musée. J'attends avec impatience de voir tout ça au mois de septembre et j'aimerais remercier tout le monde au Musée canadien des droits de la personne et aussi toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Merci beaucoup. Jordan donne une poignée de main à Chandra lorsqu'elle revient à la tribune. Il s'assoit. Texte à l'écran, Chandra Erlandson, gestionnaire, programmation publique. Comme Jordan vient de le décrire, eh bien, ces enregistrements font partie de la présentation numérique dans les galeries digitales ainsi que dans le théâtre circulaire, ainsi que sur notre site Web. Tous les jeunes pourront accéder à ces enregistrements dans l'ensemble du Canada. Ça a vraiment été un effort collaboratif depuis le début et je suis très honorée de faire partie de sa création. Et je veux mentionner que rien n'aurait pu être réalisé sans la participation et le soutien de l'Association nationale des centres d'amitié qui nous a offert un leadership incroyable de la part des membres de son conseil des jeunes, ainsi que de son président, Kat Felder, qui est de Selkirk, Manitoba. Tous ont cru au potentiel de ce programme et de ce qu'il peut amener au Musée des droits de la personne et à la conversation avec les jeunes autochtones dans l'ensemble du pays d'une manière respectueuse et importante. Merci. Chandra Erlandson quitte la scène en compagnie de Jordan Mollaro. Miigwech. Angela Kessy prend la parole à la tribune. Merci beaucoup, Chandra et Jordan. Jordan, vous êtes véritablement une inspiration. Merci beaucoup d'avoir partagé votre perspective. Je sais que c'est un peu intimidant, mais dans la mesure où vous êtes aussi un ancien de ce théâtre pour les jeunes, eh bien, je pense que c'est incroyable de voir ce que nous allons pouvoir visionner plus tard. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec vous. Nous allons donc maintenant passer à notre discussion avec nos experts. Je vais donc demander à nos experts de venir ici à l'avance. Il va falloir que vous fassiez mieux que Chandra et Jordan. Texte de la diapositive, principe directeur. Je vais simplement vous demander à tous de ne pas oublier de mettre vos micros en marche, s'il vous plaît. Clint Curl, Mireille Lamontagne, Jody Gisbreit et Corey Tepson montent sur la scène. Je voudrais donc commencer par vous présenter nos experts. Je vais commencer avec Dr. Clint Curl, qui est le directeur des relations avec les intervenants. Il s'est joint au musée 2010 en tant que chercheur sur les galeries internationales. Il a également été professeur universitaire, directeur d'une organisation non gouvernementale des droits de la personne, ainsi que pasteur dans une paroisse. Il a un doctorat en sciences politiques, une maîtrise en droit et en théologie. À l'heure actuelle, il travaille à l'Université de Carleton, l'Université du Manitoba et l'Université de Winnipeg dans le cadre du Collège mondial. Je voudrais passer maintenant à Mireille Lamontagne, qui est notre directrice de la programmation pour l'éducation. Mireille s'est jointe au musée l'année dernière. Elle a 20 ans d'expérience dans l'interprétation des patrimoines et la programmation et le développement des musées. Elle est responsable d'avoir développé et présenté une programmation accessible, pertinente et interactive pour la maternelle, la 12e année, ainsi que les audiences postsecondaires au musée des droits de la personne. Mireille, qu'on appelle également Mimi, nous fait profiter de son expérience antérieure en tant qu'éducatrice et développeur de la programmation pour le musée du Manitoba, ainsi que gestionnaire des ressources culturelles pour le site historique national du Manitoba avec Parc Canada. Elle a également été directrice dans le programme d'aide au musée. Mireille a un baccalauréat en arts avancé en anthropologie de l'Université du Manitoba et de l'Université de Victoria. Elle a également un diplôme en ressources culturelles. Je voudrais maintenant vous présenter Jody. Elle est avec nous depuis 1 an. Elle a fait des contributions très importantes au musée, en particulier en ce qui concerne la capacité de recherche et le développement du contenu. Elle a un doctorat en histoire de l'Université de Toronto, possède un très grand savoir de l'histoire canadienne et une compréhension démontrée, ainsi qu'une très bonne aptitude pour la pratique curéale.
Avant ça, elle a reçu un baccalauréat en arts et en histoire de l'Université du Winnipeg. Elle a des intérêts de recherche dans la culture matérielle, la muséologie et les droits de la personne au Canada. Elle a parlé à de nombreuses conférences universitaires et son travail a été publié dans de nombreux journaux. Elle a également de nombreuses années d'enseignement et de recherche à l'Université de Toronto, l'Université de Winnipeg et avec Parc Canada. Et finalement, je vais vous présenter Corey, qui n'a peut-être pas besoin d'être présenté. Alors, Corey Timpson est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est responsable de la direction pour les nouveaux médias. Il est avec le musée depuis 2009. Il est responsable de la direction pour les nouveaux médias et les collections initiatives. L'objectif de Corey au musée est de faciliter une expérience importante et engageante avec tous les visiteurs, à la fois en ligne et sur site. Corey a un baccalauréat en droit de l'Université de Carleton ainsi qu'un diplôme en multimédia interactif du Collège Algonquin. Il a été publié par SCM, MIT et bien d'autres. Et il est un collaborateur actif dans le dialogue des nouveaux médias et le dialogue numérique dans le domaine culturel. Avant de venir au musée, Corey a passé 8 ans au réseau d'information des patrimoines canadiens, où il a travaillé sur un très grand nombre de projets pour 3000 muséums canadiens. Bienvenue à tous. Alors, ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est notre processus et aussi le cadre et les piliers que nous avons utilisés pour développer l'expérience des visiteurs. Nous voulions également vous fournir une possibilité de comprendre ce qui aide à gérer nos décisions et aussi à réaliser de nombreuses idées. Nous utilisons 5 piliers: inspiration, dialogue, l'engagement canadien, inspirer des expositions accessibles, et nous voulions également parler. Nous voulons nous assurer que nous sommes une ressource éducative fiable. Donc, une de ces manières, eh bien, c'est d'amener nos idées, de les animer. Donc, le contenu du musée et ses programmes vise à connecter chaque visiteur aux droits de la personne, quel que soit leur âge, leur capacité et leur antécédent. Les histoires vont être montrées par l'intermédiaire de présentations interactives avec technologie multimédia et une conception de renommée mondiale. Ralph Applebaum, les concepteurs de Ralph Applebaum Associates vont travailler en collaboration étroite avec le musée. Alors, Corey, je voudrais que vous nous parliez un petit peu plus de votre multimédia interactif ainsi que de certains des facteurs wow que les visiteurs peuvent attendre de leur visite. Texte à l'écran, Corey Timpson, directeur, conception et nouveaux médias et collections. Alors, je crois qu'il y avait une diapositive avec certaines statistiques dessus. Ce que vous avez vu plus tôt, c'était Murray qui nous a parlé de toutes les statistiques, combien d'heures de vidéo on a, combien d'images nous avons, combien de mots, de textes originaux nous avons. Et ça, vraiment, c'est le tissu de notre exposition. Mais ça va être une véritable expérience pour nos visiteurs. Alors, pour développer et concevoir cette expérience, eh bien, nous essayons de nous assurer qu'elle va utiliser toutes les facettes, tous les sens des visiteurs. Nous avons beaucoup de musées où il y a une expérience passive. Les gens rentrent, ils regardent, ils marchent et c'est tout. Nous avons des expériences actives. Nous demandons aux gens de participer, de faire quelque chose, de jouer un jeu. Nous avons des expériences interactives où nous demandons aux gens de contribuer, de participer au dialogue, de participer avec d'autres visiteurs, de participer avec le musée. Et nous avons un environnement d'immersion qui est multisensoriel. Les gens vont marcher dans un genre de scénario. Et je crois que nous avons un très bon exemple avec le film à 360 degrés. Ça, c'est une expérience d'immersion totale. Donc, nous avons une très grande collection d'immersion que nous allons pouvoir distribuer et ça va donner une visite globale du musée. C'est quelque chose où nous avons consacré beaucoup d'énergie. Nous commençons maintenant, après plusieurs années, à réaliser donc, les résultats de cette expérience. Alors, pour les médias, nous avons audio, vidéo, images, texte. Nous avons également des objets. Tout ça, c'est présenté de manière digitale, numérique, avec des photos, des vidéos. Nous avons également des objets, des reproductions et des éléments cinématographiques. Donc, une tapisserie très riche de tous les médias que nous pouvons utiliser.
Nous voulons avoir un équilibre afin que cette expérience présente de nombreuses facettes. Tout ceci va être présenté avec un grand nombre de styles. Nous allons avoir des documentaires, des illustrations, des animations, des photos. Encore une fois, nous essayons d'avoir un équilibre et aussi une richesse dans cette expérience. Donc, une de nos plus grandes préoccupations que nous avons lorsque nous mettons au point ces expositions, eh bien, c'est de fournir aux visiteurs une expérience muséale qui va être riche, qui va être à plusieurs facettes, qui va être profonde et qui va être vraiment unique lorsque vous êtes sur place, mais aussi lorsque vous visitez ça par l'intermédiaire de notre site Web. Nous voulons que tous les visiteurs qui vont visiter notre site Web puissent également avoir une très bonne expérience. Il faut que les deux expériences soient différentes, mais qu'elles soient complémentaires l'une de l'autre. On ne veut pas qu'il y ait de redondance, bien entendu. Au cours des dernières années, nous avons passé beaucoup de temps à concevoir ces expériences afin qu'elles soient bien équilibrées, qu'elles soient riches et engageantes, qu'elles offrent une grande variété à nos visiteurs, à la fois sur place et en ligne. Une des choses que vous pouvez voir derrière moi, lorsqu'on parle d'innovation dans un musée, eh bien, ça n'est peut-être quelque chose qui n'est pas le plus éblouissant, mais c'est certainement quelque chose qui est le plus important. Je veux que vous pensiez que chaque sujet, c'est quelque chose qui est conceptuel. Nous avons beaucoup d'écrans tactiles dans notre musée. Diapo, illustration des interfaces. Pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, est-ce que ces personnes-là peuvent utiliser ces écrans? Non, pas vraiment. Alors, nous avons créé notre propre produit. Nous avons demandé à un collège en Ontario de nous aider et c'est un clavier tout à fait unique. Les gens qui ont des problèmes de mobilité ou de vision, ils peuvent naviguer un écran interactif et tactile avec ce clavier. Ils peuvent ajuster le volume, demander à ce que les mots écrits soient lus. Et tout ça, ça fournit tous ces accès. Et bien entendu, les personnes qui ont toutes leurs capacités pourront également se servir de ce genre de clavier. C'est quelque chose que nous avons fait qui est tout à fait unique. Ça n'a jamais été fait ailleurs. Peut-être que ça n'est pas tout à fait aussi excitant qu'un théâtre à 360 degrés en immersion totale, mais je pense que ça montre notre engagement à montrer que tous les sujets que nous allons aborder au musée doivent être présentés à tout le monde, quelle que soit leur capacité d'accès. Si l'on parle de certaines des autres expériences qu'on pourrait aborder ici, comme je l'ai mentionné, nous voulons que les gens fassent une expérience positive dans chacune des galeries et que ce soit quelque chose qu'ils n'aient jamais connu ailleurs. Donc, nous allons avoir des jeux d'inclusion sociale. J'aime beaucoup parler de ce jeu en particulier. Nous avons beaucoup de contenu qui est didactique et qui est très important, très profond. Et ça, c'est un élément qui est beaucoup plus abstrait et plus conceptuel. Donc, les visiteurs vont rentrer dans la zone du centre. Il va y avoir une caméra qui va commencer à suivre leurs mouvements au sein même de la galerie. Et ça va projeter une espèce de halo lumineux autour du visiteur. Lorsqu'ils vont rentrer dans une autre galerie, eh bien, ils auront une autre couleur de halo. Et au bout d'un moment, les couleurs vont commencer à s'ajouter. Nous allons commencer à faire ça plusieurs fois. Donc, vous allez voir, les gens vont partager des couleurs, les gens vont avoir plusieurs couleurs. Alors, le résultat, c'est pour expliquer, il y a là une leçon d'inclusion. Ils sont présents dans un espace et cette présence a un effet sur les autres personnes qui sont présentes dans le même espace. Et finalement, juste une note au sujet de l'architecture. Ce bâtiment est absolument incroyable du point de vue géométrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des expositions? Eh bien, nous avons beaucoup de possibilités de créer des expériences tout à fait uniques. Une des expériences que nous allons présenter, c'est une expérience multimédia d'immersion totale. C'est dans notre galerie d'introduction. Donc, lorsque les gens vont rentrer dans cet espace, ils vont voir un écran qui est de 27 mètres de large, 2 mètres de haut et jusqu'à 5 mètres de haut de l'autre côté. Donc, c'est un écran absolument massif que vous ne trouveriez jamais dans aucun autre cinéma. Et c'est un matériel particulier. Ça fonctionne comme un écran de cinéma, mais avec un programme d'illumination synchronisé. Nous pouvons révéler des objets qui vont être derrière l'écran parce que le panneau peut être transparent suivant la manière dont il est éclairé.
Donc, ça va être une expérience tout à fait unique avec des sons, des vidéos, des lumières, mais également des projections d'objets. Et ça va être une expérience tout à fait unique. Encore une fois, une expérience tout à fait unique pour un musée. Et dans ce cas, c'est grâce à l'architecture avec laquelle nous travaillons. Nous pouvons faire une expérience tout à fait unique. L'architecture a vraiment joué un rôle fondamental. C'est pour ça que je veux ici dire un grand bravo à tous nos architectes. Et il y a des gens qui ont examiné les différents aspects du bâtiment et ils considéraient qu'il y avait peut-être là des contraintes, mais en fait, ils ont réussi à voir toutes les possibilités vraiment formidables à l'équipe des concepteurs. Corey Tetson regarde son téléphone cellulaire. Angela Cassé parle. Corey a promis qu'il n'était pas en train d'envoyer un texto à quelqu'un. Il était en fait en train de travailler. Non, je suis en train de faire mon magasinage de Noël. Ce que vous voyez, c'est que il y a des gens qui ont des différents types d'apprentissage. C'est quelque chose qui est très important pour nous au fur et à mesure que nous développons le contenu du musée. Nous avons besoin de considérer tous les médias lorsque nous développons nos programmes. Une partie de notre objectif, c'est bien sûr d'inspirer les gens et d'encourager le dialogue. Nous avons parlé d'un projet comme étant un projet qui est un projet unique dans notre génération. Ça a commencé avec une notion et non pas avec une collection. Ça reflète notre engagement envers le dialogue. Donc, le musée partage son engagement envers tous les différents événements qui doivent être célébrés, à la fois les événements sombres et les événements heureux. C'est une conversation qui continue à changer. Clint, en tant que muséum d'idées, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des initiatives qui nous ont permis, au cours de l'année passée, d'inspirer une réflexion et un dialogue? Oui, merci beaucoup, Angela. J'aimerais commencer ici avec simplement une autre citation de Nelson Mandela. Il a dit... Texte à l'écran. Clint Curl, responsable, relations avec les intervenants. Dans son livre The Long Journey to Freedom, que être libre, ça n'est pas simplement de rejeter ses propres chaînes, mais c'est aussi de vivre d'une manière qui améliore et encourage la liberté des autres. Et ça, c'est la véritable liberté. Et pour moi, c'est là une synthèse parfaite de ce que sont les droits de la personne et donc de ce que représente ce musée. Je veux dire, on lit ça et on se demande, mais enfin, comment on va faire ça? C'est vraiment un gros travail de créer ce genre de liberté dans une société, cette liberté qui nous permet de rejeter toutes les chaînes et aussi d'encourager la liberté des autres. Alors, comment on fait ça? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais une des choses qui est essentielle, c'est d'inspirer la réflexion et le dialogue sur les droits de la personne. On veut ici sensibiliser les gens, on veut encourager les gens à réfléchir et à dialoguer sur ce que ça représente pour eux d'être libre, ce que ça veut dire d'être juste et équitable. Les musées sont une de ces institutions qui peuvent faire ça vraiment bien. Les musées sont un excellent endroit où avoir des conversations, où on peut encourager la curiosité. On peut encourager un espace public où les gens peuvent parler. C'est un endroit où les gens se sentent en sécurité, ils peuvent exprimer leur opinion, ils peuvent écouter l'opinion des autres et ils peuvent en apprendre les uns des autres. Les musées sont capables de faire ça très bien. Et ça, c'est un thème central dans le Musée canadien des droits de la personne. Et c'est même inscrit dans l'architecture. Au centre même de notre bâtiment, il y a un jardin intérieur. C'est fabuleux. Il y a des roches naturelles, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a même de l'herbe des prairies. Et l'objectif, c'est de donner aux gens qui visitent le musée un espace où ils peuvent penser, où ils peuvent réfléchir, ils peuvent avoir des conversations les uns avec les autres sur ce que ça veut dire d'être libre, d'être équitable. Et j'aime beaucoup le fait que c'est exactement au centre de notre bâtiment, parce que c'est le centre de notre vocation en tant qu'institution. Nous voulons encourager la réflexion. Alors, encourager la réflexion, encourager le dialogue, eh bien, ça se produit aussi à l'extérieur des murs du musée. Une des choses que nous avons essayé de faire avant même qu'on ouvre les portes du musée, c'est de travailler avec des partenaires dans l'ensemble du Canada pour avoir des événements publics où on pourrait encourager la sensibilisation des droits de la personne. On veut créer des espaces publics où on encourage la conversation et le dialogue sur les droits de la personne. Nous avons essayé de faire une liste des très nombreux événements que nous avons tenus juste en 2013 et honnêtement, la liste était trop longue. Je ne peux pas vous la lire ici, mais juste voici quelques exemples.
nous avons eu des événements qui ont été organisés avec des partenaires locaux qui ont examiné le génocide de Guatemala, la violence contre les femmes pendant les guerres, en particulier contre les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons parlé du génocide arménien, de la lutte pour les droits des personnes handicapées, le patrimoine des droits de la personne qui a été laissé par le règne de Joseph Staline, les jeunes autochtones et le système de garde des Canadiens, le mariage homosexuel, les droits de la personne après le gouvernement Pinochet au Chili, les défis des droits de la personne au niveau de l'éducation et des classes. Nous avons eu une série de symposiums sur les libertés fragiles avec des invités de renommée mondiale. Et finalement, nous avons également des visites guidées de mai à octobre en 2013 parce que nous voulions connecter les visiteurs aux histoires représentant des droits de la personne. Et ça, c'est juste quelques exemples des choses que nous avons fait. Et tout ça, c'est pour encourager le dialogue et la réflexion. Et lorsque nous ouvrirons en 2014, nous allons avoir les programmes, les exhibitions. Tout ça, ça va continuer à encourager cette réflexion et à nous faire parler de cette idée sur les droits de la personne. Et comme l'a dit Nelson Mandela, ça va nous donner à penser sur la manière dont on peut profiter de notre liberté pour encourager la liberté des autres. Diapo montrant des photos d'un événement. Merci de nous avoir permis de regarder de façon d'inspirer cette réflexion, ce dialogue. Je vais regarder comment l'aspect canadien du musée et la fierté canadienne et l'engagement canadien. Et nous sommes le premier musée national créé depuis 1967 et maintenant un des deux seuls situés à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Texte à l'écran. Angela Cassie, directrice, communication et relations externes. Et on s'attend que la programmation et les histoires racontées sera une source de fierté locale et canadienne. Avec sa plus grande exposition dévouée aux droits de la personne au Canada, le musée va parler de l'engagement, la liberté, la démocratie, mais les défis complexes auxquels nous sommes confrontés. Alors, Jody, en tant que chercheur, vous êtes impliqué dans le développement du contenu et de bon nombre de nos présentations. Pouvez-vous nous parler un peu de l'aspect canadien du musée dans l'ensemble et mettre un peu l'accent sur cette galerie qui l'expérience canadienne. Donc, on appelle donc cette évolution du Canada. Donc, c'est 10 000 pieds carrés d'exposition consacrée sur toute une variété des questions des droits de la personne, passé et présent, auxquelles ont été confrontés les Canadiens. L'histoire, donc, ne sont pas comme une narration linéaire, mais ce qu'on entend comme un ensemble. Texte à l'écran. Dr. Jody Gisbrecht, gestionnaire intérimaire, recherche. D'histoire des gens de différents antécédents, de race, d'âge, d'identité et d'orientation sexuelle, des histoires vraiment d'une variété. Les impacts, ça peut vraiment être accessible à un très large auditoire. Donc, la démarche adaptée, c'est celle de raconter des histoires, que les visiteurs se reconnaissent dans ces histoires et une très grande variété d'expositions qui est couverte, des composantes numériques et concrètes, c'est qu'on prend les droits de la personne, les efforts des femmes au 20e siècle pour la promotion de la défense de leurs droits. Et nous avons des histoires sur l'emprisonnement de la Première Guerre mondiale, la ségrégation raciale, les Noirs au Canada, les Japonais, les taux d'incapacité et un petit nombre de très grande variété d'expositions. Donc, on parle, c'est comme une expérience. Donc, on dit que le Canada, les Canadiens, ont parcouru de longs chemins par diverses luttes et qui ont surmonté des obstacles pour la portée, les leçons apprises et également on parle des idées, des espoirs du Canada et des Canadiens pour l'avenir. Donc, lorsqu'on parle de cette expérience que maintenant ensemble, lorsqu'on parle du musée et comme c'est un aspect canadien, on peut dire également que l'on présente une célébration non critique de l'histoire du Canada. C'est vraiment une réflexion mesurée, pondérée sur les défis et les réussites. Et cette démarche vis-à-vis
ce voyage au Canada. C'est multiculturel. Il y a un contenu canadien dans chaque galerie du musée. Une galerie s'appelle l'Action compte et dans cette galerie est axée sur la jeunesse et ça comprend toute une variété d'histoires. C'est les plus jeunes Canadiens, les enfants, les jeunes qui ont vraiment participé et inspiré les campagnes sur la question des droits de la personne. Alors, certaines de ces histoires comprennent donc la campagne contre l'intimidation pour l'éducation en langue française au Manitoba, un projet les écoles résidentielles pour les enfants, etc. Donc, c'est vraiment une façon de créer un dialogue et un engagement avec une très grande variété de public. On a également un contenant canadien important dans d'autres galeries qui met davantage l'accent sur la lutte internationale des droits de la personne et c'est une façon vraiment de relier la culture de la personne au Canada à la sphère internationale pour démontrer comment les Canadiens ont participé au plan mondial. Par exemple, dans notre galerie sur l'Holocauste, nous prévoyons d'avoir un film qui regarde la perspective canadienne en matière de l'Holocauste et les questions de l'antisémitisme au Canada à l'époque. Nous avons des histoires sur les défenseurs des droits de la personne au Canada qui ont été très actifs dans un contexte global pour montrer leur contribution. Et nous avons également des histoires canadiennes importantes qui font partie d'une carte mondiale de l'histoire des droits de la personne et cette idée également d'où nous venons, les problèmes auxquels nous sommes toujours confrontés et les défis que nous devons relever pour défendre la culture des droits de la personne au Canada. Dans l'aspect canadien du musée, c'est vraiment dans l'architecture de l'immeuble comme tel. Donc, d'après la base de l'immeuble qui le situe dans le paysage local et cette tour de l'espoir qui signifie la glace, qui représente la glace et les glaciers. Donc, c'est l'image du Canada de lui-même comme pays nordique. Et finalement, cette pierre qui vient de Tinto Manitoba, qui a des milliards d'années d'âge. Donc, c'est vraiment enchâssé dans le contexte local et national. Angela Cassie parle. Merci. L'emphase sur l'éducation comme un de nos 5 piliers de l'histoire centrale racontée par le musée. So I'd really like to now turn our... Je vais maintenant regarder l'autre pilier qui est l'éducation. Et en tant que Centre national d'apprentissage en droit de la personne, on va accueillir des milliers d'étudiants de tous les âges, de tous les niveaux. Et comme ressource globale fiable en droit de la personne. Donc, on est associé à d'autres éducateurs, chercheurs, experts, d'archives et collections d'histoire orale racontées par ceux qui ont connu des expériences, vécu des expériences, qui appuient des bourses en matière des droits de la personne. Alors, Mireille, pouvez-vous nous parler un peu de ce que fait votre département dans ce programme d'éducation pour réaliser ces objectifs? Texte à l'écran, Mireille Lamontagne, gestionnaire, programmation éducative. Je pense que c'est une époque spectaculaire pour l'éducation des droits de la personne au Canada. Chaque province et territoire dans l'ensemble du pays ont intégré l'éducation en matière des droits de la personne dans leur programme d'études de la maternelle à la 12e année, dans tous les sujets. Donc, c'est tout à fait incroyable. Et je pense que là où on peut penser normalement d'études sociales, de mathématiques comme sujet de base dans les écoles, on va bien au-delà de cela. Et les droits de la personne sont maintenant enseignés dans les programmes de langue, d'art, de culture, de santé et d'éducation physique, cours de religion, de cours d'art, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, il y a tellement d'opportunités. Je pense que le musée est très bien positionné pour offrir des programmes adaptés à l'âge pour les étudiants de la maternelle jusqu'à l'université. Alors, je pense que c'est vraiment une chose très étonnante qui nous situe dans une position très enviable. Et nous avons consulté les enseignants, les administrateurs scolaires et les experts en programmation partout au pays pour s'assurer que nous ayons un programme d'éducation crédible et fiable. Donc,
Par exemple, les enseignants nous ont dit qu'ils constatent que les droits de la personne, c'est difficile à enseigner dans les écoles. Et ils ont également dit qu'il n'y a que 25 ont reçu une formation professionnelle dans l'enseignement des droits de la personne, même si les droits de la personne sont enseignés dans toutes les écoles au pays. Alors, on veut vraiment trouver des façons d'agir comme un forum de conversation, ainsi qu'un endroit où on peut trouver de l'information et diffuser de l'information de sorte que les enseignants ont de la difficulté à organiser leur programme. Ils peuvent s'adresser à un seul endroit et trouver tout ce qu'ils ont besoin pour organiser leur cours. Pour ce qui est des étudiants, c'est probablement la partie la plus intéressante. Je suis très excité de programmes inauguraux que nous préparons. Nous développons des programmes de la maternelle à la 4e année qui comprend des choses comme raconter des histoires, la danse. Donc, on va procéder à des activités artistiques et aussi transmettre des messages sur ce que c'est d'être inclus ou exclu de la société. Et chaque enfant peut parler. Pour les écoles intermédiaires, on a des programmes sur les défenseurs et les champions des droits de la personne au Canada. On va parler de stéréotypes. On va parler des droits des enfants. On va parler... Il y a tellement de choses que je ne peux même pas retenir. On parlait de démocratie, de citoyenneté. Pour le secondaire, on parle de choses comme qu'est-ce qui arrive quand il y a un conflit avec les droits. On parle d'organiser une visite de l'évolution des droits de la personne au Canada. Donc, pour les écoles secondaires qui vont impliquer divers modules d'apprentissage pour les étudiants qui veulent apprendre plus en profondeur, qui veulent passer une demi-journée jusqu'à 5 jours d'apprentissage au musée. Alors, c'est une position privilégiée pour moi et je suis vraiment à l'emploi le plus intéressant au musée. Et c'est fantastique et je dirais que pour ce qui est du musée comme environnement d'apprentissage, ça va être incroyable. Et ça fait que les jeunes sont dans un environnement totalement différent de leur salle de cours. Et ils viennent dans cet endroit merveilleux, inspirant et original qui permettent d'ouvrir les yeux, leurs oreilles et leur esprit au monde des droits de la personne. Et je suis tellement excité que nous avons 3 grandes salles de cours qui ont été généreusement commandées par la Société des enseignants du Manitoba, de sorte que tous les enseignants du Manitoba ont contribué. Nous en sommes très fiers et nous allons avoir une technologie de pointe et des conférences vidéo de sorte qu'on peut relier avec les gens partout dans le monde. Alors, c'est vraiment étonnant. Je pense que la Tour de l'espoir va être très intéressant pour les étudiants. Et j'en passe. Je pourrais peut-être vous en parler pendant 1 heure sur l'aspect très excitant de ce programme. Et j'espère qu'on pourra continuer de contribuer et de consulter les enseignants et les gens impliqués dans les systèmes d'éducation, de sorte qu'on puisse s'assurer que l'on réponde aux besoins et aux attentes des gens. Merci. Angela Cassie parle. Alors, merci beaucoup. Et c'est très excitant pour nous. On ne peut pas attendre de recevoir tous ces étudiants et je sens que ça va être un nouveau jalon très excitant. Donc, chacun, on fait ressortir les éléments architecturaux et les connexions personnelles qu'ils ont avec ces éléments, parce que l'édifice comme tel fait partie de l'expérience des droits de la personne. C'est davantage qu'un vaisseau, c'est une articulation de narratifs sous aspect physique et ça fait partie de notre 5e pilier. Donc, l'architecture incroyable, ça, comme je le dis, ça comprend une géométrie complexe et des symbolismes des droits de la personne dans chaque composante, de base jusqu'à la galerie, le jardin des contemplations et les nuages de vitre et de cette tour qui va être allumée ce soir en 2005. L'architecte Antoine Predox s'est vu choisir parmi les diverses propositions venant de 21 différents pays. En 2008, la première petite terre a été levée et le 20 septembre 2012, les derniers
élément de verre a été installé. C'est pourquoi on a pris le 20 septembre comme date d'ouverture. C'est une conférence et on espère que le climat va coopérer. Et aujourd'hui, bon, l'extérieur est terminé. Donc, ça va devenir un monument permanent dans le paysage de Winnipeg. À l'intérieur, tous les systèmes mécaniques sont fonctionnels, les lumières sont allumées, les murs, les galeries, les planchers ont été faits. Donc, on prépare le début de l'installation des expositions à la fin 2013 jusqu'en janvier. Donc, c'est l'une des entreprises architecturales les plus ambitieuses au Canada qui a été rendue possible seulement grâce à l'appui généreux de 3 paliers de gouvernement et une liste de contributeurs qui compte maintenant 7500 individus. Le musée reflète vraiment l'engagement des Canadiens vers un monde plus équitable et plus humain. Et le parachèvement de l'immeuble est l'une des plus grandes réalisations et c'est certainement qu'on a eu l'opportunité de visiter alors qu'on a un partenaire touristique de partout au pays. Donc, l'immeuble parle de lui-même et j'ai tous satisfaction de nos expériences des moments dans cet endroit et on a hâte de vous inviter tous dans cet immeuble et de voir où vous avez ces moments d'émerveillement également. Donc, je remercie nos membres de panel. C'est un aperçu de ce que nous avons partout dans le musée. On pourrait inviter chacun de vos équipes à venir parler du travail excitant qu'ils font, du travail important qu'ils font. Et nous avons une équipe très talentueuse, bon nombre d'entre eux sont ça, et sans lesquels on ne pourrait pas faire ce que l'on fait. Merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Je vais leur demander de rester là parce que maintenant, on va passer à la période de questions-réponses. Alors, si vous avez des questions pour l'un de nos 4 panélistes, vous pouvez l'indiquer à nos 4, mais nous avons également les membres du conseil qui sont là également pour répondre à des questions. Je sais que certains autres membres de notre équipe sont là également et s'il y a des questions aussi. Alors, nous avons 20 minutes pour la période de questions. Où sont les micros? Nous avons Maureen là-bas à gauche. Et nous avons également quelqu'un qui s'occupe de Twitter et de Facebook. Sur Twitter, c'est mots-clés MCDP 2013 ou l'événement Facebook. So you can send us your questions if you're listening online to hashtag CMHR 2013. Donc, MCDP 2013 ou sur la page Facebook. Et dans le cas où on ne peut pas répondre à toutes les questions pendant la séance, nous allons afficher les questions les plus fréquentes sur le site Web d'ici quelques jours. Texte de la diapositive. Question? Angèle Lapointe. Est-ce que vous avez des questions? Je suis Derek Walson. D'abord, bienvenue. Donc, elle va être champion de la jeunesse à Winnipeg et au Canada. Et c'est vraiment intéressant en tant qu'institution. Encore une fois, à Winnipeg, comment le musée voit-il les autres institutions pour travailler avec vous pour une programmation qui est dans les programmes que vous faites déjà, comment peut-on célébrer l'ouverture du musée, ce genre de choses. Merci beaucoup. Angela pointe vers l'assistance. Peut-être que je peux demander à John Kilman, notre directeur de programmation, de répondre à cette question. Bonjour. On travaille toujours sur les détails, mais on sait que lorsque les visiteurs viennent au musée, ils ne viennent pas seulement à notre porte, ils viennent au Forge, ils viennent au Winnipeg, et il va y avoir beaucoup d'activités un peu partout. Alors, on planifie, comme vous le savez, d'amener des visiteurs, de parler de programmes d'étudiants. La caméra passe au John Krillman. On a une demi-journée à 5 jours, et ces visites, on s'attend également à ne pas passer tout le temps au musée. Donc, on va coopérer à d'autres endroits et de Winnipeg et les régions pour qu'il y ait un programme conjoint et des partenaires. Et également, on s'attend que chaque semaine, chaque soirée, ils vont faire des activités différentes. Donc, indiquer quels sont les thèmes à différents endroits et différents auditoires. On va travailler avec différents partenaires. Donc, on est toujours à l'étape de développement et on travaille étroitement avec vous. Je pense qu'on a travaillé avec vous aussi cet été au théâtre. Donc, c'était le point de départ l'an dernier. Donc,
Et on a certainement hâte de travailler davantage avec vous, en rentrer dans les détails de la façon dont on va présenter cette programmation. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les médias qui viennent des médias sociaux? Alors, le micro là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Et cette question nous vient de Karen sur Facebook. Elle a demandé, est-ce que vous pouvez décrire le processus de décision pour le contenu de la galerie, l'approbation finale sur le contenu, quoi? Donc, je demandais à Johnny Gisbrough, qui est notre directeur de la recherche, de répondre. La façon dont c'était choisi, c'est un processus en cours depuis plusieurs années et ça a commencé avec une série de consultations qui a eu lieu où quelques milliers de Canadiens consultés sur le type d'histoire qu'ils voulaient voir présentée dans le musée et comme tel, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le développement de certaines histoires. La recherche a été sujet d'examen par les pairs, de consultations avec une grande variété d'experts et membres d'universitaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de réciproque et participatoire comme processus de recherche. Et donc, à l'interne, nous avons un comité directeur qui prend certaines des décisions pour peaufiner les présentations et la recherche qui sont inclus dans ces expositions. Et on utilise le processus d'examen par la pairs de consultation et de participation également. Il y a une question ici, oui. Un membre de l'assistance s'approche du micro. Donc, le musée, c'est un environnement dynamique. Autrement, c'est très plate. Alors, comment je pourrais dire? Comment le programme contenu dans cet immeuble de pierre et de vitre peut-il évoluer alors qu'il y a un changement au plan global? Comment peut-être une interaction de façon inclusive avec l'évolution des droits partout au Canada et dans le monde? Alors, je demandais à Corey de vous parler et de l'interactivité, peut-être Jody, point de vue du contenu. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai travaillé à peu près 1200 musées au pays au Canada en 15 ans d'expérience et projet. Donc, le patrimoine, ça a été le glas de la mort. On ne va pas pouvoir évoluer, de changer. Donc, lorsqu'on arrive à ce projet, c'est là où, étant donné la nature du sujet, je dis que ça devrait évoluer, que ça devrait changer, comment on va le faire d'une façon efficace et rentable. Dans la conception de nos expositions, c'est comme un Lego. Donc, les expositions concrètes, donc les panneaux, tout ça, sont conçus de telle façon qu'on peut les modifier au besoin. Donc, pour ce qui est des médias numériques, nous avons créé quelque chose, un système de gestion d'entreprise et encore une fois quelque chose de nouveau pour ce musée et parce que il y a tellement de musées qui sont intéressés par ce qui fait que j'ai préparé un document. Donc, c'est un changement dynamique du contenu. Il n'a pas changé à la volée, mais ça veut dire qu'on peut demander aux personnes de recherche, à tous ceux qui participent, de pouvoir s'asseoir à un ordinateur et de modifier le contenu, de le publier à une variété de points de diffusion. Ça peut être le plan numérique, dans les centres de référence, un peu partout, de sorte qu'on puisse ensuite consacrer nos ressources sur la recherche et la création du contenu et pas passer des ressources sur la création et les installations. De sorte, ça a été l'une des principales préoccupations des concepteurs de créer un modèle durable et pour habiliter cette modification du contenu. C'est Corey Thompson qui parlait de la structure numérique aidée comme Jolie. Pouvez-vous nous parler davantage du processus de recherche? Oui, absolument. Et c'est un processus. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de Corey et aussi l'équipe de programmation. Il y a aussi beaucoup de participation communautaire. Il s'agit vraiment d'un processus qui est en cours. Donc, pour l'inauguration, nous avons bien entendu un ensemble d'expositions sur lesquelles nous travaillons. Mais c'est aussi important pour notre équipe de recherche interne de continuer à travailler puis de répondre aux événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent.
Donc, nous travaillons encore avec l'objectif en disant sur quoi on va travailler prochainement, qu'est-ce qui est vraiment important à l'heure actuelle. Et ça nous permet de faire tout ça en partenariat avec les communautés et les organisations avec lesquelles nous travaillons, la programmation. Tout ça, ça nous permet encore une fois de faire cette recherche en collaboration étroite avec la communauté. Donc, en plus de l'exposition inaugurale, nous allons continuer donc ce processus continu de recherche qui nous permettra de maintenir le contenu du musée. Une autre question ici, Harry. Je me demandais, j'ai entendu que la pauvreté serait traitée dans le cadre des droits de la personne. Non seulement je suis un défenseur des droits des personnes handicapées, mais je suis également un défenseur des droits des personnes pauvres. Et on m'a dit que le musée allait traiter la pauvreté comme étant un problème des droits de la personne. Est-ce que je peux peut-être demander à Jody de répondre à cette question? Oui, nous avons du contenu qui examine non seulement les droits civiques et politiques, mais également les droits socio-économiques, comme par exemple les standards de qualité de vie dans la galerie du voyage canadien. Comme je l'ai dit, nous allons avoir des expositions là-dessus, comme par exemple la pauvreté en Colombie-Britannique et les sans-abri en Colombie-Britannique. Donc, nous allons continuer là-dessus, oui, absolument. Merci beaucoup pour la question. Nous allons prendre une question des médias sociaux. Alors, cette question nous vient de Neil sur Twitter et c'est pour Corey. Il nous demande de quelle manière la technologie va connecter les visiteurs du musée à l'histoire du futur. Lorsqu'on considère la technologie, que ce soit sur place ou bien pour l'Internet, eh bien, il nous faut examiner ça en pensant à la technologie comme étant un moyen en vue d'un objectif final. Donc, il faut voir de quelle manière on va pouvoir faire participer les visiteurs. Donc, nous exploitons la technologie pour arriver à notre objectif. Qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir? Je crois que c'est facile de voir que la participation, eh bien, c'est une tendance. Le multitâche, c'est une tendance. Et lorsque un visiteur sera dans une galerie, eh bien, ils pourront envoyer des tweets, ils pourront partager par l'intermédiaire des médias sociaux toute l'expérience qu'ils vivent, et tout ça en temps réel. Nous allons continuer à répondre aux attentes de nos audiences, mais on ne va jamais examiner la technologie comme étant l'objectif final. L'objectif, ça va être simplement un moyen d'arriver à nos objectifs. Angela pointe vers l'assistance. J'ai une question à l'arrière ici, et nous avons également des mains qui se sont levées dans le coin supérieur gauche. Bonjour. Je suis de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. J'aimerais que vous m'expliquiez en quoi le musée pourrait être une source de fierté pour moi en tant qu'Acadien. Angela Cassé parle. Je pourrais répondre à cette question-là. Oui, bien, OK. Je peux commencer. Peut-être tu pourrais ajouter un petit peu. Je sais que certainement, en tant que l'histoire acadienne, c'est certainement une histoire qui démontre un élément de noirceur dans notre histoire avec la déportation. Mais je sais qu'on a des chercheurs ici qui travaillent aussi pour explorer que la vitalité de l'historique est dans le contexte contemporain. Alors certainement, c'est un exemple où la communauté a pu rester fière et rester fort, garder leur langage et garder leur culture, même si la majorité ne l'acceptait pas. Et aujourd'hui, on est capable de compter une communauté vibrante acadienne qui fait partie de notre culture. Et on regarde beaucoup à la culture, le langage, la musique d'aujourd'hui et la manière qui s'est exprimée par les Acadiens et les Acadiennes. Mais peut-être je pourrais aussi demander June d'ajouter un petit peu de programmation et éducation. Oh, la microphone est partie. Oui, non. On fait circuler le micro. June Krillman parle. Je voulais juste ajouter que vraiment, on met la lumière sur
l'histoire des Acadiens. On a au moins 2 éléments d'expo où on présente l'histoire des Acadiens. On a une présentation dans le Grand Galerie sur l'histoire canadienne où on parle du grand dérangement. Et cette expérience, on peut apprendre toujours les leçons de ces expériences historiques. Aussi, on a une histoire des Acadiens en île Prince-Édouard et comment ils ont lutté pour avoir les écoles en français à l'île Prince-Édouard. Alors, vraiment, on peut apprendre de l'histoire, mais aussi on peut vraiment célébrer la survie des Acadiens et Acadiennes. Et vraiment, je pense qu'on a toujours les 2 aspects. Apprendre du passé, célébrer le présent et espérer pour un meilleur avenir pour tout le monde. Merci, June. In the top left corner. Yes, good morning, Matt. Bonjour, je m'appelle Art Kelly. Je suis très impressionnée par la diapositive qui présentait le bâtiment avec toute la lumière. Est-ce que vous pourriez remettre cette diapositive, s'il vous plaît? Des membres du panel tournent la tête vers l'écran. La caméra passe aux membres de l'assistance qui posent une question. Ou alors, est-ce que vous ne pouvez pas revenir en arrière? La présentation peut seulement avancer de l'avant. Je veux simplement ici remercier tous ceux qui sont ici et vous féliciter. Je vois cette lumière comme étant un symbole. C'est un pilier. Mais les 5 piliers dont vous avez parlé, j'ai l'impression que s'il n'y a pas un contenu canadien très important, peut-être que ça ne va pas tout rentrer dans votre programmation annuelle. Mais pourtant, tout le programme jusqu'au jour où on est aujourd'hui, ça, c'est une inspiration en soi pour de nombreuses personnes ici et dans tous les autres pays. J'ai un ami ici du Congo. Il fait partie de la 4e génération de réfugiés et je crois qu'on doit faire appel à ce message d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il pourrait y avoir un sous-ensemble dans votre modèle canadien et on pourrait parler des répercussions qu'on a eues au niveau des affaires internationales. Est-ce que ça fait partie de votre programmation? Jody, est-ce que vous pourriez parler peut-être au niveau du contenu international? Tout à fait. Nous avons beaucoup de contenu international. J'ai mis surtout l'accent sur l'aspect canadien. Intervention inaudible. OK, nous avons bien noté ça, effectivement. Est-ce que vous pouviez entendre ce que je disais? Le membre de l'assistance a passé le micro à la femme assise à côté de lui. Pour moi, c'était pour dire merci pour le Canada. D'abord, pour sa politique au niveau international. Et puis, ce qui m'a frappé plus, les 2 interventions concernant Nelson Mandela dans la salle. Parce que pour des milliers de personnes qui ont vécu l'insécurité et le manque de paix qu'ils ont retrouvé au Canada, Nelson Mandela a été l'espoir pendant plusieurs générations. Et puis, c'est grâce à cet espoir qui nous permet de mieux nous intégrer aussi ici, au Canada. Donc, c'était juste pas une question, mais de dire plus merci au Canada. Et nous espérons continuer dans le même espoir que Nelson nous a donné. Nous allons le manifester ici au building. Nous le ferons. Merci encore une fois. Okay, we have another question from social media. This question comes to us from Diane on Twitter. She asks, what are plans for opening? I guess that's mine to answer. We will be opening. Thank you. Well, we're in the midst of developing our plans for opening, and we'll have a lot of exciting announcements in the coming months. Certainly, we recognize that as the first National Museum outside of the National Capital Region in a generation. It is really a nationwide celebration. We want to acknowledge and thank Winnipeggers, Manitobans, but also recognize that we are a national museum with international significance. So there'll be a wide array of activities that will be meaningful, content
content-rich, but also, we'll ensure that there's some celebration incorporated in that as well. So more exciting announcements to come, and you can certainly follow us online, on our blog, on Twitter, and on Facebook, and we'll be sharing the news of our plans on all of those platforms as well. So thank you for the question, and as Stuart said, mark the 20th in your calendar. We have another question over there. I think this will be the last question. It's a good one. I'm just wondering about the roles of volunteers that you may have within the museum. I'm currently volunteering with the Friends of the Museum. As a retired educator, I certainly have some interest in the educational component, but when you mention staffing, are you talking de about votre musée, staffing mais lorsque vous parlez de l'embauche du personnel, vous parlez d'embaucher des salariés ou est-ce que vous allez avoir un rôle pour les bénévoles? Comment est-ce que moi je pourrais y accéder ou comment le public pourrait accéder à cette information? C'est une question très excitante et nous allons demander à Catherine Schengel, qui est la directrice des ressources humaines, de nous parler de la stratégie concernant les bénévoles. Merci beaucoup. C'est une très bonne question et nous pouvons maintenant parler de notre stratégie par rapport aux volontaires. Nous voulons engager approximativement 250 bénévoles. Au début de 2014, nous allons lancer un appel aux bénévoles, donc une véritable campagne. Il y aura de la publicité sur les médias sociaux, à la radio, dans tous les journaux. Donc, j'espère que vous allez entendre parler de ça très bientôt. Les possibilités que nous avons identifiées, il y aura en particulier 10 possibilités. Et ce sont des possibilités qui varient d'une galerie à une autre, d'un étage à un autre. Nous allons avoir bien sûr les personnes qui saluent nos invités. Il y a des gens qui pourront travailler aussi en arrière, dans les coulisses. Nous allons offrir des renseignements sur ces possibilités spécifiquement en ligne. Nous voulons nous assurer de connecter les bénévoles avec les possibilités qui les intéressent vraiment. Nous voulons que ces personnes-là donnent de leur temps dans des possibilités qui vont vraiment les exciter. Quelque chose qui pourrait ajouter à l'intérêt mutuel de chacun. Donc, s'il vous plaît, continuez à surveiller les médias, les journaux et nous attendons avec impatience de vous accueillir en tant que bénévole au musée. Merci. Juste pour clarifier, vous avez parlé de 10 domaines de bénévolat, non pas juste 10 positions. Intervention inaudible. Alors, pour les membres des médias que nous allons suivre la période des questions. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous, que vous soyez ici en personne ou bien en ligne. À l'écoute, and we hope that what we're able to demonstrate. Nous espérons que nous avons pu démontrer aujourd'hui l'expérience excitante que nous allons offrir aux visiteurs. Nous voulons démontrer que c'est un endroit, quel que soit votre âge et votre capacité, nous serons ravis de vous accueillir en 2014. Nous avons beaucoup accompli au cours de la dernière année. Nous avons encore beaucoup de choses à faire cette année, mais ça a été fait en grande partie grâce au soutien de nos partenaires et de nos amis. Merci encore une fois d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous voir et je vous souhaite une très bonne journée. Les gens se lèvent et commencent à se disperser. Texte à l'écran, Musée canadien pour les droits de la personne.